Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog lecture où je vais vous parler de toutes les lectures que je fais au fur et à mesure. Il y aura aussi des réceptions et puis d'autres choses. Vous avez l'habitude des vlogs lecture. Aujourd'hui je vous reprends, on est jeudi 14 novembre. Je commence ce vlog seulement maintenant mais disons que j'ai eu un rythme de lecture un petit peu en berne ces derniers temps. Donc j'avais pas grand chose à vous parler mais là la semaine dernière j'ai terminé, ou cette semaine, non, c'était la semaine dernière. J'ai terminé un livre, enfin. Il s'agit de Lumière Noire, qui est un recueil de nouvelles d'un collectif d'auteurs. C'est publié aux éditions La Manufacture de Livres. Et en fait, c'est un recueil de 10 nouvelles. 10 auteurs de polar qui se sont réunis à l'occasion en fait, du Festival Toulouse Polar du Sud pour les 10 ans du festival. Donc c'était en 2020, je pense, ou 2019. Et ils ont été missionnés pour écrire chacun une nouvelle autour de la thématique de la ville qui est, on va dire, un personnage emblématique dans les polars, dans les thrillers. Donc voilà, ils se sont tous prêtés à l'exercice. Donc on a des noms connus, des noms moins connus. Moi je connaissais déjà deux noms, puisque en fait je n'en avais lu aucun avant. Donc je connaissais Frank Buys de nom, et Johanna Gustafsson, que je n'avais jamais lu, mais j'étais ravie de découvrir leurs plumes. Alors faut dire que moi je suis pas une fan de recueil de nouvelles à la base, c'est un format qui me plaît pas trop, je préfère vraiment les romans. Mais je me dis que c'était un peu l'occasion aussi de découvrir la plume de certains auteurs. Donc voilà, c'était plutôt sympathique à lire. Il y a des nouvelles qui m'ont plus plu que d'autres. Par exemple celle de Frank Buys qui est très sombre, très poisseuse, un petit peu malaisante. Et la fin, alors la fin, j'ai rien compris. Peut-être c'est moi, j'ai rien compris à la fin. Mais peut-être c'est voulu. Voilà. Sinon, il y avait celle de Christophe Guillemot aussi qui se passait à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie, donc ça nous fait voyager, qui était aussi très fataliste, très pessimiste, enfin c'est quand même un peu glauque. Par contre, ma préférée, ça reste celle de Johanna Gustafsson, parce que en fait, elle te fait croire à une thématique, en fait, qu'elle est en train de parler d'une thématique pendant toute la durée de la nouvelle, qui dure quand même 15 pages, et au final, t'as un espèce de twist final qui te remet tout en perspective et en fait tu pars sur une autre thématique et tu te dis que tu as envie de relire la nouvelle depuis le début pour, enfin à la lumière de ce que tu sais quoi. C'est quand même assez fort, je trouve que c'est un coup de maître d'arriver à faire ça en seulement 15 pages. C'était plutôt sympathique à lire, je lisais un peu le soir, une nouvelle, chaque soir ça faisait une petite histoire. Donc voilà, j'ai bien aimé, ça m'a permis de découvrir certains auteurs, donc voilà. Et aussi je voulais vous parler d'une série, puisque en fait c'est une adaptation d'un livre, enfin d'une saga que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit des Meurtres Zen qui est sorti récemment sur Netflix et qu'avec mon copain on a regardé genre un week-end, on a maté tous les épisodes. Alors c'est des épisodes assez courts puisqu'ils font 30 minutes et il y en a 8 pour cette première saison qui en fait retrace le premier tome, c'est celui-ci. Donc des meurtres qui font du bien, donc le premier tome des Meurtres Zen. Et j'ai beaucoup aimé cette adaptation que j'ai trouvé très fidèle au roman. Il y a juste le personnage de la flic qui est en fait un peu retravaillé dans la série, puisque là dans le livre c'est un flic mais qui est un personnage très très secondaire qu'on voit pas beaucoup, alors que dans la série c'est une flic qu'on voit pas mal et qui va être un petit peu l'antagoniste du héros, donc de notre personnage principal qui est Björn, qui est plutôt même un anti-héros j'ai envie de dire. Björn qui est avocat pour la mafia et qui du coup va tremper dans des affaires un petit peu louches et finalement il va apprendre la pleine conscience puisque sa femme lui met un ultimatum en mode reprends ta vie en main sinon je te quitte en gros. Donc il va prendre un coach de pleine conscience, s'éveiller à tous ces trucs de méditation, d'îlots de temps, etc. Et donc il va commencer à faire des meurtres pour se sentir bien, voilà, tout simplement. Et c'est assez cocasse, c'est un humour que moi j'aime beaucoup. Et l'humour est très bien retranscrit d'ailleurs dans la série. Et vraiment, voilà, le personnage de la flic dans la série, ils en ont fait quelque chose d'intéressant puisqu'elle a un lien aussi, un passif amoureux avec notre personnage de Björn. Donc c'est assez intéressant et je pense que ça promet pas mal de choses pour la suite.
Voilà, moi j'avais beaucoup aimé. C'est une saga qui est sortie en poche d'ailleurs chez Point, si jamais vous voulez la découvrir. Qui a malheureusement pas eu trop de succès en grand format. Je crois que Cherche Midi disait qu'il s'était pas très bien vendu et pourtant c'est génial, je comprends pas. Donc le 2 c'est des meurtres pour lâcher prise, donc je pense qu'il sera adapté l'année prochaine sur Netflix, j'espère. Le 3 qui est des meurtres pour retrouver son calme, et ça c'était vachement bien puisque c'était sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis normalement il va y avoir un 4e et dernier tome qui devrait sortir je ne sais pas quand, mais voilà, c'est une saga en 4 tomes, il y en a 3 de sortis en grand format, et puis les premiers, je pense que les 2 premiers sont sortis en poche. N'hésitez pas à regarder la série parce que vraiment elle vaut le détour, moi j'ai beaucoup aimé. Hello, je vous reprends, on est dimanche 17 novembre. J'ai 2 choses à vous parler déjà. Je suis rentrée de week-end et il m'attendait ceci dans ma boîte aux lettres, donc je suis trop contente. Je sais ce que c'est puisque c'est moi qui l'ai demandé, ça vient des éditions Le Cherche Midi. Donc on va ouvrir ça ensemble. Ouh, waouh, il est trop beau! Donc c'est Meurtre et pudding de Noël de Joanne Flux, c'est le tome 11 des enquêtes de Anna Swanson, hein, vous savez ce cosy mystery que j'aime beaucoup et dont je vous parle beaucoup. Et il est trop beau parce que je sais pas si vous allez voir mais il y a des paillettes sur la couverture, c'est vraiment en relief là, le titre pudding de Noël et tout ce qui est doré en fait est en relief pailleté, c'est un truc de fou et même derrière c'est trop bien. Moi c'est une saga que j'aime beaucoup, en plus il y a le petit marque-page qui va avec et qui brille aussi, waouh. Et puis là on a le prochain tome, donc le tome 12 qui sortira en février 2025 et qui s'appellera Meurtre et chaussons aux pommes. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard à chaque fois mais je passe un très bon moment, c'est cosy. Donc là je vais pas trop vous en dire. Hormis bien sûr que ça se passe à Noël, hein, comme on s'en doute à la couverture et au titre. C'est Noël à Lake Eden, une période chargée de l'année pour Anna Swanson, qui est notre intrépide pâtissière. Donc elle prépare les fêtes. Elle s'attend d'ailleurs avec les fêtes à des conflits amoureux et familiaux. Apparemment Moshi est au bord de la crise de nerfs, c'est son chat. Et la situation s'envenime encore lorsque l'on retrouve le corps d'un habitant de la petite ville au pied du sapin. Voilà, donc évidemment elle va mener son enquête comme d'habitude. Voilà, je suis trop contente, il va être dans ma pile à lire pour ce Noël, enfin dans ma pile à lire de l'hiver et je le lirai avant Noël, c'est sûr. Merci beaucoup à Cherche Midi, en tout cas ça me fait très plaisir. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est un livre que j'ai terminé ce matin même, donc vraiment c'est tout frais encore dans mon esprit, c'est Mon mari de Maud Ventura aux éditions Poche, donc proche de l'Iconoclaste. C'est un livre qui a eu beaucoup bonne presse, en fait tout le monde l'a plus ou moins adoré et donc j'avais aussi envie de comprendre un petit peu la hype autour de ce roman. Donc c'est l'histoire d'une femme, c'est une narratrice, alors on n'a pas son prénom, on est vraiment dans sa tête et en fait elle est incroyablement amoureuse de son mari, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ils ont 2 enfants, ils vivent une petite vie bourgeoise dans une maison pavillonnaire. Tout semble aller pour le mieux, mais disons qu'elle est... cette femme, elle est un petit peu particulière puisqu'elle a des réflexions un peu étranges parfois, elle a un peu des tocs, elle a vraiment qu'une peur, c'est que son mari la quitte et voilà, elle le punit pour des petites erreurs qu'il fait, comme quoi il n'est pas assez amoureux d'elle, enfin ce genre de choses. Et elle a des petits carnets dans lesquels elle note les infractions de son mari. Par exemple, un jeu, une soirée entre amis, il devait dire à quel fruit chaque personne faisait penser et le mari a dit que sa femme lui faisait penser à une clémentine et elle a très mal pris parce que pour elle une clémentine c'était pas un fruit très sexy. Et elle l'avait en travers de la gorge pendant tout le roman. D'ailleurs la construction du roman est assez particulière, enfin assez sympa moi j'ai trouvé, puisqu'on suit chaque jour de la semaine, donc ça commence le lundi et ça se termine le dimanche. Ça monte crescendo en fait, il y a vraiment plein de choses qui se passent dans la semaine, du point de vue donc, de la narratrice. Le mari pareil n'a pas de prénom, on ne sait pas comment il s'appelle, c'est juste mon mari. Et voilà, et on se dit pendant toute la lecture du roman, on se dit elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps, elle est un peu tarée, mais en même temps,
quelque part, elle a des interrogations parfois un petit peu existentielles, un petit peu loufoques, que je pense qu'on a tous plus ou moins eu. Alors peut-être pas à ce degré-là, parce que là, c'est vraiment beaucoup, mais moi des fois je me dis, mais ouais, ça j'aurais pu le penser, ou j'aurais pu avoir ce raisonnement, cette question. Alors peut-être je suis bizarre, c'est possible aussi, mais voilà, je me dis, on a tous parfois des côtés un peu bizarres dans notre cerveau, je sais pas. Donc ça rendait quand même la chose un petit peu universelle, j'ai trouvé. On arrive quelque part un peu à s'identifier à elle, mais quand même pas totalement, puisqu'elle est vraiment un peu poussée à l'extrême, hein, des fois dans ses raisonnements. Et puis moi je me suis longtemps demandé pendant ma lecture si elle n'était pas un petit peu autiste. C'est possible, en tout cas voilà, peut-être des petits troubles qu'elle arrive à cacher. Et vraiment, elle passe pour la tarée un peu du couple, et que son mari a l'air tellement génial, parfait, il est à l'aise dans son travail, socialement, c'est un bon père de famille, il est très aimant avec ses enfants, enfin voilà. Et du coup, elle passe un petit peu pour la meuf un peu bizarre qui, même si elle aime ses enfants, la gêne un petit peu dans cet amour qu'elle veut avoir avec son mari, elle veut le garder pour elle toute seule finalement. Donc voilà, il y a une espèce de tension comme ça, il se passe pas grand chose, vraiment c'est pas un roman où il y a des tonnes de rebondissements, ou voilà, mais ça monte crescendo du lundi au dimanche, il y a une tension qui s'installe et j'ai trouvé ça génial, enfin la construction est sympa. L'écriture est très fluide, franchement ça se lit tout seul. Il n'est pas très long en fait ce bouquin, hein, finalement il fait 260 pages et ça se lit hyper bien, hyper facilement. Et alors le final, l'épilogue. Voilà, l'épilogue vraiment, c'était génial parce que je m'attendais pas à ça et en même temps ça me surprend pas parce que je me dis oui c'est réaliste. Voilà, il y a quelque chose... Voilà, et Maud Ventura en fait aborde une thématique qui est, alors pas universelle, mais qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et c'est ces rapports un peu de domination dans le couple. Et ça interroge beaucoup de choses sur lesquelles on n'arrive pas forcément à mettre des mots, c'est plus des sensations. Et enfin voilà, j'ai trouvé ça génial. Enfin, alors c'est pas un coup de cœur, moi j'ai trouvé que tout le battage un peu médiatique qu'il y a eu autour de ce livre est peut-être un petit peu exagéré. C'est pas un coup de cœur mais c'est une bonne lecture, j'en garde un très bon souvenir, c'est un roman que je recommanderais facilement parce qu'il se lit bien. C'est peut-être le genre de roman qui peut sortir d'une panne de lecture par exemple, même si il n'a pas ce côté haletant, addictif d'un thriller, puisque c'est pas vraiment un thriller, mais je sais pas, il y a quelque chose qui monte crescendo, une espèce de tension, voilà, on se dit comment est-ce que ça va se terminer, et ça se termine d'une manière assez sympa. C'est un peu difficile de dire que c'est sympa, mais c'était assez inattendu et en même temps attendu quoi. Enfin en même temps, comment dire, évident. Voilà. J'espère, j'en parle très mal parce que je viens de le finir, je suis désolée. J'ai pas beaucoup de recul dessus. Mais j'ai passé un bon moment de lecture et je suis contente de l'avoir lu. J'espère que mon avis vous aura donné envie de le découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire vous, avec vos mots, qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresserait. Hello, je vous reprends, on est dimanche 24 novembre. Je sais pas du tout combien de temps dure déjà ce vlog, mais bon, peut-être que je vais conclure avec ce rush. J'ai 2 livres à vous présenter. Que j'ai lu cette semaine, j'ai terminé 2 livres quasiment coup sur coup, donc vraiment très bon timing. Alors je suis loin d'avoir terminé ma pile à lire de l'automne, mais en même temps j'avais commencé avec 3 semaines de retard parce que j'étais partie en vacances d'été en septembre, donc forcément ça décale tout. C'est pas grave, hein. Y aura des livres que je remettrai dans la pile à lire de l'hiver, vous verrez. Je crois qu'elle sera déjà sortie la vidéo pile à lire de l'hiver, donc je vous la mettrai dans le petit si c'est le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Donc j'ai 2 livres à vous présenter. Le premier c'est L'étang de Frank Shemer, c'est aux éditions de la Rémanence. Et alors pas du tout un livre de ma pile à lire de l'automne, puisque c'est un livre qui s'est un peu rajouté comme ça. C'est ma belle-mère qui m'a gentiment prêté ce livre. Elle voulait avoir mon avis, elle me l'a donné en me disant tiens j'aimerais avoir ton avis, puisque c'est une de ses connaissances, Frank Shemer, l'auteur,
c'est un pseudonyme et c'est une de ses connaissances qui s'essaie au polar, puisque c'est une personne qui est issue du monde du théâtre, qui a fait beaucoup, qui a écrit des pièces de théâtre et qui se lance dans le roman policier, roman noir, roman à suspense. Et ça c'est son deuxième livre. Le premier qui s'appelait, alors attendez je vais vous retrouver ça, ça s'appelait Le Palais des Innocents, qui était sorti en 2021 à la même maison d'édition, Rémanence, et qui avait reçu je crois le prix, c'était quoi le prix? Le prix des auteurs inconnus, qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux. Et donc ça c'est son deuxième. Alors est-ce qu'on peut parler vraiment de roman? Je sais pas, pour moi c'est plus une grosse nouvelle ou une novella, puisque c'est un roman qui fait 126 pages, donc ça se lit extrêmement vite. Alors pour l'histoire on va suivre Jeanne, qui est une mamie qui a 80 ans et qui se meurt d'un cancer, et donc elle sent la fin approcher et elle va vouloir soulager sa conscience en allant confesser un crime. Donc elle se rend au commissariat et c'est le commissaire Ramier qui va la recevoir, puisqu'elle insiste beaucoup pour parler uniquement au commissaire. Donc il va la recevoir, même si voilà, lui il n'est pas trop chaud pour recevoir une mamie, il a plein de choses à faire, il n'a pas trop le temps. Mais elle insiste tellement que bon, il va la recevoir, et donc ça va être cette longue confession, en tout cas ce dialogue entre les deux personnages dans le bureau du commissaire. Et donc Jeanne va lui dire que concrètement, quand elle avait 8 ans, elle a tué Charles qui était son ami, qui était aussi un petit garçon. Ils habitaient tous les deux au château de Montvignac. Lui évidemment était le fils du comte et de la comtesse, et elle était la fille de la cuisinière du château. Et on va être dans cette ambiance château de l'époque, donc c'est début du XXe siècle, avec des aristocrates, des nobles qui sont un peu désargentés. Le père, le comte, est décédé malheureusement dans la tragédie du Titanic. La comtesse, la mère, est souffrante, enfin en tout cas elle a toujours été un petit peu à part. Et puis ils vivent avec la mère, donc la grand-mère, et les deux tantes, qui sont un trio infernal. Vraiment c'est des marâtres, des méchantes. Donc ça me faisait un petit peu penser à la belle-mère et aux deux sœurs méchantes de Cendrillon. Et on est vraiment dans cette ambiance vieux château, vieux manoir, avec une ambiance très gothique qui m'a rappelé quand même pas mal Rebecca de Daphné du Maurier. Donc vraiment pour l'ambiance château, avec des mystères, avec des méchants, etc. C'était assez cool. Et il se trouve que ben voilà, Jeanne va confesser d'avoir poussé le petit Charles dans l'étang, et il ne savait pas nager, donc il s'est noyé. Mais en fait cette mort cache quand même d'autres choses. Des mystères qui se jouent entre les personnages du château, donc la comtesse, la grand-mère, les deux méchantes tantes. Et voilà, il se passe des choses bizarres, puisque la grand-mère essaye d'enfermer le petit Charles dans sa chambre à elle et d'éviter qu'il ne sorte. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Jeanne, elle comprend pas du haut de ses 8 ans, elle essaye de libérer son ami. Donc voilà, c'est quand même assez mystérieux. Moi j'ai trouvé ça assez sympa à lire, ça se lit super bien, franchement Frank Shemer n'écrit pas du tout avec les pieds, ça se lit super bien, c'est assez fluide. Par contre on sent qu'il est issu du monde du théâtre, puisque c'est uniquement des dialogues, il y a assez peu de narration, mais il arrive quand même à retransmettre un petit peu cette ambiance château un peu mystérieux, quand même à travers les dialogues, donc c'est assez bien fait. Ça se lit super vite, franchement 126 pages. Voilà, moi je trouve que c'était sympa. Maintenant, c'est vrai que ça aurait peut-être mérité un peu plus de noirceur, mais ça c'est mon avis personnel. J'aime bien quand c'est un peu plus gothique, plus sombre, plus mystérieux. Ça n'aurait pas mangé plus de pain, mais en tout cas, voilà, c'était assez bon. Moi je pense que c'est un auteur qu'on pourra éventuellement suivre de près, puisque c'est... Voilà, il y a du potentiel en tout cas, donc voilà, plutôt une bonne petite découverte. Avant de vous parler de ma deuxième lecture que j'ai terminée, je voulais aussi vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma hier. C'est Louise Violet, donc c'est un film français qui est sorti récemment au cinéma. Ma mère voulait absolument le voir, donc j'ai dit ok, on y va, et c'était plutôt chouette. C'est un film qui va parler de la première institutrice française de l'école de la République.
Ça se passe dans les années 1800, un peu après donc la Révolution, la Commune de Paris, etc. Et en fait, elle va vouloir enseigner dans les campagnes, et notamment dans un petit village perdu au fin fond de la France, très rural, où en fait les enfants ne vont pas à l'école, ils vont seulement dans les champs travailler, et en fait ils savent pas ce que c'est que l'école, et les parents ne voient pas non plus l'intérêt pour leurs enfants d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, etc. Donc ça va être très compliqué pour cette institutrice qui débarque là de Paris en plus. C'est une étrangère, donc elle n'est pas très bien accueillie, et donc petit à petit elle va essayer de se mettre un peu les gens dans sa poche, de trouver des alliés, d'essayer de convaincre pour que les enfants aillent à l'école, sachant que c'est devenu obligatoire entre temps, hein, c'est la loi, mais entre ce que décide Paris et les lois et ce qui arrive dans les campagnes, voilà, il y a quand même du chemin. Elle va découvrir les us et coutumes, etc. de ce petit village. Et c'était assez sympa, c'est basé sur une histoire vraie. Donc voilà, et puis c'est interprété par Alexandra Lamy qui joue donc le personnage de Louise Violet. Donc voilà, c'était un chouette film à découvrir si jamais vous voulez... vous savez pas quoi aller voir au cinéma, en tout cas celui-là était plutôt chouette. Et j'enchaîne donc du coup avec la lecture, la deuxième lecture que j'ai terminée cette semaine. C'est le 8, donc le premier tome de la saga Le jeu de Monglane de Catherine Neuville. C'est publié aux éditions Le Cherche Midi et c'est une réédition puisque c'est un livre qui avait été premièrement édité dans les années 80 et qui avait eu pas mal de succès. Donc on est sur un espèce de thriller ésotérique et historique aussi quelque part, puisqu'on va avoir deux alternances de temporalité. Donc d'un côté on est en 1700, dans les années 1790, donc pareil 18e siècle, au moment de la Révolution française, et on va suivre des sœurs dans un couvent, le couvent de Monglane. Et en fait comme il y a eu la Révolution, les biens de l'église ont été confisquée, c'est la nouvelle loi, et donc l'abbesse de l'abbaye de Monglane est paniquée, elle se dit il va falloir déterrer le jeu de Monglane, qui est donc un jeu d'échecs qui appartenait à Charlemagne mais qui est maudit, enfin on sait pas trop, il y a un truc avec ce jeu, une formule, il renfermerait une formule pour détenir un certain pouvoir et c'est très très dangereux, mis entre de mauvaises mains, donc il faut absolument que personne ne mette la main dessus, sachant qu'il est enterré dans l'abbaye depuis des millénaires, mais là elle va devoir le déterrer et demander à ses filles, enfin en tout cas à toutes les sœurs du couvent, de partir chacune avec une pièce de ce jeu d'échecs et de le cacher un peu partout dans l'Europe. On va suivre Mireille et Valentine qui sont deux jeunes novices et qui vont du coup être missionnées par l'abbesse pour cacher certaines de ces pièces et puis être quelque part le point de ralliement si jamais il y a d'autres sœurs qui sont un peu dans la panade, qu'elles puissent venir les retrouver à Paris, puisque Mireille et Valentine ont un bienfaiteur qui est donc leur parrain, leur oncle, je sais plus, à Paris, qui n'est autre que David, le peintre, le peintre qui a peint Napoléon notamment. Et on va rencontrer tout un tas de personnages historiques, notamment Talleyrand, on a aussi Madame de Staël, Germaine de Staël, donc là l'écrivain. On a aussi, on va rencontrer Robespierre, on va rencontrer Camille Desmoulins, on va rencontrer Marat aussi, et puis il va y avoir aussi des passages un peu historiques avec Newton, avec Rousseau, avec Catherine de Russie, enfin voilà, c'est quand même très historique. Donc voilà, elles vont devoir cacher ces pièces, être à Paris au moment de la Révolution, de la Terreur même qui va monter, donc elles vont devoir fuir, enfin, il y aura plein de choses, voilà. Bien sûr, il y a des gens méchants qui veulent s'emparer du jeu de Monglane, mais il faut éviter qu'ils ne tombent sur les pièces. Et de notre côté, on est en 1972, donc dans les années 70, plutôt à notre époque. On va suivre Catherine Vélis, qui est une jeune... est-ce qu'on pourrait dire ingénieure en informatique? En tout cas, elle est spécialisée en informatique. Ça se passe pas très bien avec sa boîte de gros machos. Elle habite à New York, elle travaille pour une grande firme en informatique, mais visiblement ses supérieurs, voilà, c'est des gros machos. Évidemment, on est dans les années 70, donc bon, c'est un peu compliqué quand on est une femme, et d'autant plus une jeune femme, puisqu'elle a 25 ans, quoi. Et donc elle va être un peu envoyée en Algérie pour travailler avec l'OPEP, donc compagnie de pétrole. Elle n'y connaît rien en pétrole, mais on l'envoie là-bas.
et donc elle va être missionnée par un antiquaire pour essayer de retrouver les pièces du jeu de Monglane qui auraient mystérieusement un peu disparu du côté d'Alger, enfin en tout cas il y en aurait quelques-unes en Algérie. Donc elle va, malgré elle, se retrouver au milieu de ce jeu, de cette quête, pour essayer de reconstituer le jeu de Monglane avec toutes ces pièces qui ont été disséminées un peu partout, en Europe, en Afrique, en Russie, enfin voilà, on va quand même pas mal voyager. Et puis elle va se rendre compte que finalement, elle est elle-même une pièce de ce jeu d'échecs, puisqu'il va y avoir les blancs qui sont les méchants, les noirs qui sont les gentils, et elle appartient à l'équipe des noirs. Elle va s'en rendre compte au fur et à mesure. Elle va être épaulée par Lily, qui est donc la fille d'un de ses bienfaiteurs, on va découvrir que tous les personnages en fait sont quelque part des pièces de ce jeu d'échecs géant qui se déroule, en fait c'est une partie qui se déroule sur des millénaires, et en fait chaque camp essaye d'éviter que l'autre camp ait toutes les pièces du jeu d'échecs pour éviter de reconstituer la formule. S'il y en a un qui y parvient, il peut reconstituer la formule qui donnerait accès à un grand pouvoir. Donc voilà, on va pas mal voyager du côté de la Russie, du côté de Paris, du côté d'Alger, et puis à New York aussi. Et voilà, c'était un gros bébé. J'espère que j'en ai bien fait le résumé. C'était un peu complexe parce que c'est quand même très dense. C'est un livre qui fait quasiment 800 pages, mais c'est du papier à cigarette. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais c'est vraiment tout fin et c'est écrit petit. Donc c'était quand même assez long à lire. Je pense que j'ai mis au moins 3 semaines. Mais j'ai adoré, franchement ça se lit super bien, c'est addictif, j'ai beaucoup aimé les alternances passées-présentes, donc on va suivre notamment Mireille à l'époque du XVIIIe siècle, et on va suivre Catherine à l'époque du XXe siècle, et c'est des femmes quand même assez badass, et c'était plutôt chouette. Si vous avez aimé tout ce qui est un peu thriller ésotérique à suspense, un peu à la Dan Brown, Da Vinci Code, ce genre de choses, ou si vous aimez aussi le jeu de la dame, la série Netflix, voilà, je pense que c'est un bon crossover entre les deux. En tout cas, voilà, et il va y avoir un tome, le deuxième tome qui s'appelle Le Feu Sacré, voilà, qui va sortir, qui est sorti là en novembre. Donc voilà, moi je serais quand même assez intéressée de lire la suite à l'occasion. Mais c'était un bon thriller ésotérique. Si vous cherchez un roman dans ce style-là, je pense que c'est aussi facilement trouvable d'occasion, puisque il a déjà été édité par le passé. Il est sorti en 88 en anglais aux États-Unis. Et alors là, je sais pas, je crois qu'il était en poche chez Pocket, ou le livre de poche, il était sorti aussi. Donc c'est facilement trouvable, hein, si jamais vous voulez mettre la main dessus, mais en tout cas, voilà. C'était une bonne découverte. Voilà, c'en est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion, hein, bienvenue, c'est gratuit, abonnez-vous, il n'y a pas de souci. Si vous voulez commenter, me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, on va mettre pièce d'échec, voilà, puisque comme ça on reste dans le thème. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!